encore été interpellé la semaine dernière par la facilité qu'on aurait à modéliser le coût d'un service dans le cloud privé. Avec l'idée, je prends finalement le nombre de vCPU, la time RAM des serveurs constituant mon service et tout simplement je prends le prix du serveur, je divise et j'obtiens un prix. En fait, le coût d'un service dans un cloud privé est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à modéliser et je vais essayer ici de vous rappeler les trois grands composants de ce coût. Alors pour ce faire, je vais m'appuyer à l'inverse de d'habitude sur une table un petit peu high-tech, ça va changer du tableau blanc. Et je commence tout de suite par symboliser ici le coût de mon service. Donc ce coût, il se décompose d'abord en un coût stable dans le temps qui va représenter ici tous les logiciels et matériels qui représentent finalement le moteur du cloud, tout ce qui est nécessaire pour instancier, gérer, superviser, présenter, contrôler les services. Il va ensuite y avoir une série de composants directement proportionnels à la capacité du service. Un exemple typique de ça, c'est la capacité disque. Plus le service va consommer de capacité disque, plus évidemment je vais venir augmenter le coût de ce service lié directement au prix du coût du stockage. Et puis enfin, j'ai un dernier composant de modèle de coût qui lui, à l'inverse, est directement lié au nombre d'instances de service, à l'instance du service. Donc plus je vais avoir de services, plus je vais avoir d'instanciation de ce coût. On a une relation unitaire entre les deux, typiquement de la licence logicielle. Admettons que votre OS soit soumis à licence par OS, et bien typiquement, quand vous allez instancier un service qui est constitué d'un serveur, vous allez directement consommer ce prix-là. C'est finalement le modèle de coût qui est le plus facile à adresser quand on essaye de construire le coût d'un service unitaire. Celui de la plateforme transverse est un vrai sujet. Alors il y a deux façons de l'adresser pour résoudre ce sujet, soit considérer un abonnement, redistribuer ce coût sur l'ensemble des services que va proposer la plateforme, mais ça va supposer que vous ayez la capacité en termes d'hypothèse d'adresser le nombre de services que vous allez avoir et leur taille, et puis de prendre des hypothèses sur est-ce que j'applique le même prix quel que soit le nombre de services que je consomme dans l'infrastructure. Est-ce qu'il est vraiment légitime de dire que quelqu'un qui va juste consommer un seul service doit payer le même abonnement que quelqu'un qui va en consommer 100 fois plus? Donc, une série d'hypothèses qui donc par nature dépend de la façon dont vous allez vouloir construire votre modèle de coût et surtout votre cible. Et puis il n'est pas dit que vous serez dans cette cible-là à terme et donc que votre abonnement et la distribution de ce coût d'abonnement sera juste. Un autre moyen, mais toujours appuyé sur pas mal d'hypothèses, va être de tenter de diviser le coût de cette plateforme au niveau de chaque service unitaire, en adressant la taille du service ou pas. Mais là encore, on va prendre des hypothèses sur la nature des services, leur répartition, leur nombre, pour arriver à finalement redistribuer ce coût, avec toujours le risque de se tromper. On a un petit peu le même sujet quand on adresse les composantes directement liées à la capacité du service. Je reprends mon modèle de disque, donc prenons ce cas de figure. Il va falloir que je sois capable de calculer un prix au gigaoctet pour un service, alors que finalement, à l'instant où on va le consommer, le disque ne sera peut-être pas consommé à 100%, donc sur les 100 téraoctets que j'aurai installés, j'en aurai que 10 peut-être de consommés, donc 90 que je ne refacture finalement pas. Et au-delà de ça, la plateforme, le contrôleur qui va venir héberger les disques, lui aussi, peut-être il n'est pas utilisé à 100%, on n'a peut-être pas rempli à 100% le disque array, on est peut-être capable de rajouter des disques à terme, et donc la ventilation de ce coût unitaire fixe va être finalement de la même nature que la ventilation du stockage non utilisé. Tout ça pour vous dire qu'en fait, construire le modèle de coût dans un cloud privé, c'est quand même prendre beaucoup d'hypothèses, et c'est bien au-delà d'une simple division du prix d'un serveur par un prix de RAM et de vCPU. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à revenir lire le dossier qu'on avait écrit à l'époque. Vous le trouverez sous mon nom d'auteur, Xavier Dahan. Et j'espère que ça vous explicitera mieux les problématiques spécifiques du cloud privé quand il en vient à construire un modèle de prix, un modèle de coût, et que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire de prime abord.